Ah là 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 là. Bon, bah, à chaque fois que je dois y retourner, je commence à apprécier le truc bien avant d'être sur la route, bien avant d'être sur la piste. Et là, en l'occurrence, je fais remplacer les 4 pneus de la M4, donc qui sont des 4S que j'ai voulu passer en Cup 2, mais les Cup 2 pas dispo. J'en profite pour faire un petit check de l'auto. Et là, on voit les soufflets de protection des suspensions avant, que j'ai fait remplacer lors de la dernière révision chez BM il y a quelques mois. Bon, bref, c'est pas de la bonne cam. J'ai fait 2 sessions piste avec depuis. Ils ont absolument pas tenu le coup, donc bon, c'est pas dramatique. Bon, du coup, la voiture a aujourd'hui un peu plus de 50 000 km. Elle est impeccable. J'ai checké la ligne Acra qui est comme neuve. Le dessous de l'auto est super propre. Là, petite indication, je vide ce conduit d'air de refroidissement des freins et j'en profite pour enlever la protection qui, pour moi, doit être mise en hiver et on l'enlève en été. En tout cas, si on fait de la piste. Donc là, vu que les températures vont pas être caniculaires au Nürburgring, mais ce sera toujours ça de gagner pour préserver les freins un petit peu plus. Là, c'est assez intéressant. On voit les 4S ont évolué. Je ne savais pas du tout qu'ils pouvaient garder la même appellation de pneus et faire évoluer les dessins, les petites structures. Là, on voit sur la bande extérieure du pneu arrière, c'est très flagrant. C'est plus discret sur le pneu avant. Donc c'est fait. La voilà équipée avec ces 4 nouveaux pneus et on va se régaler. Bon, j'aurais bien mis des Cup 2 pour vraiment essayer d'aller tirer le max de cette voiture. Ça viendra, mais pour l'instant, en tout cas, pas de dispo, ni pour celle-ci, ni pour la 296. Parce que je vous avouerai que si j'avais pu changer les pneus de la 296, c'est avec elle que je serais parti. Mais bon, on va se régaler avec la M4. À présent, restez sur la voie de droite, puis tournez à droite en direction de la baie 257, Nürburgring. Bon, donc me voilà très très proche de ma destination. Bon, c'est toujours un plaisir d'arriver pour le roulage du soir, puisqu'en fait là on est le vendredi et le circuit est ouvert pendant 2 heures, de 17h à 19h. Donc je vais pouvoir reprendre mes marques. Mon pote Daniel, qui évidemment on s'est organisé pour se retrouver là-bas, lui arrivera un peu plus tard. Donc là je pars sur mon premier tour. J'ai retrouvé Vince avec sa GT3 RS et ses potes venus de Suisse. C'est impressionnant comme ça marche. Ça marche, hein. Je suis choqué. Bon, c'est toujours un régal d'emmener des gars qui apprécient, d'autant plus que là, le pote de Vince a une M4 série F, la série d'avant, donc il est d'autant plus, je dirais, au fait d'apprécier la différence qu'il peut y avoir entre les 2 générations d'M4. Donc ce premier tour a été immédiatement dynamique et a été un vrai régal. Alors à la fin de ce premier tour qui a été plus que sympa avec un passager adorable, je suis reparti tout seul et là j'ai pu immédiatement me remettre dans le contexte de l'accident qui a eu lieu une semaine avant. Là je vais vous laisser vraiment bien regarder les images. Là on voit, j'arrive dans la partie la plus rapide du circuit. Donc il y a une voiture qui met son clignotant, qui se range impeccable. La BM fait pareil, je la double en toute sécurité. Et là on voit, vous voyez le petit repère orange. Voilà, cet endroit-là, il faut bien le garder en mémoire parce qu'il y a une semaine, il y a eu un accident incroyable à cet endroit. Et je vous laisse apprécier, ou en tout cas appréhender les images. Là, on voit, c'est une GT3 RS 992 qui double une BM exactement dans la même configuration que celle dans laquelle j'étais. Et la BM revient sur la GT3, la tape à l'arrière, et voilà ce que ça donne. Incroyable. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut déduire de ces images, c'est que les voitures aujourd'hui sont construites de manière incroyable. Elles se détruisent, mais préservent les pilotes. Et si je vous montre les images, c'est parce que les 2 pilotes s'en sont sortis indemnes. Et quand on voit l'état des voitures, la Porsche a été coupée en 2. Il faut savoir que le réservoir
de la Porsche est à l'avant. C'est pour ça qu'on voit ces flammes immédiates quand il vient taper le rail. Bref, ça a été pour moi ces images-là que j'ai donc vues une semaine avant de retourner là, le 11. Ça m'a rappelé qu'effectivement, il faut toujours rester extrêmement prudent quand on double quelqu'un, surtout sur ces journées touristes où on est avec tout le monde, des gars qui viennent se faire plaisir pour faire un tour dans l'année, d'autres qui y vont comme des furieux parce qu'ils vont chercher à gagner quelques secondes, mais bon, sur des journées touristiques comme celle-là, il faut oublier de faire des temps, il faut se faire plaisir. Et là, on voit, j'attends simplement que le gars mette son clignot, j'aurais pu essayer de forcer avant, mais j'ai vraiment en tête, et pendant tout le week-end, j'ai eu en tête cet accident qui montre bien que même si la GT3 RS, on peut dire que le gars est passé un peu vite, mais moi je trouve que non. Je trouve que les deux, en fait, ne sont pas forcément dans l'erreur complète. Il faut savoir que la BMW était un Anglais, donc volant à droite, avec une visibilité peut-être moins bonne, certainement moins bonne que quand on a le volant à gauche et qu'on se fait doubler par la gauche. Mais en tout cas, c'est une bonne piqûre de rappel qu'il faut vraiment rester extrêmement prudent en permanence et se dire que le gars qui roule à côté de vous, il n'est pas forcément au fait de toutes, à la fois des règles, de l'appréciation des distances, etc. Donc redoubler de prudence en permanence et ne pas forcer. On n'est pas en pleine course, on n'a rien à gagner, si ce n'est prendre du plaisir et essayer de ramener la voiture en bon état à la maison. Bon, donc j'ai continué à faire ma petite session du soir en attendant mon pote Daniel qui est donc arrivé un peu plus tard. Bon, en tout cas, ça a annoncé un week-end qui allait extrêmement bien se passer. Donc oui, Daniel a fini par arriver. Donc là, on se retrouve tranquille en fin de journée. Et vu qu'il a ses entrées partout, puisque c'est le boss du Nürburgring, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a fait un petit détour par chez Scherer, qui est un atelier de préparation aux alentours du circuit. Et on est tombé sur... alors là, c'est étonnant. Enfin, en tout cas, celle-ci, je ne la connaissais pas du tout. Elle est un peu sortie sur les réseaux, mais c'est une BYD. Alors, full élec, malheureusement. Mais en tout cas, sacrée gueule, cette voiture. Une hypercar, donc chinoise. U9, le code de la voiture, enfin le nom de la voiture. J'ai plus la puissance en tête, mais je crois qu'on est à 1200 chevaux. Enfin, bref, et qui est actuellement donc... en réglage et en développement au Nürburgring pour aller, j'imagine, essayer d'aller taper un record pour que le marketing puisse faire son boulot. Quoi qu'il en soit, très très belle auto. Bon, là, on est parti à plus de 20 km du Nürburgring, puisque ce week-end, il y avait une course de camions qui a booké tous les hôtels aux alentours du circuit. Et ça a donné l'occasion, c'est Daniel qui nous a chopé cet hôtel super sympa, un ancien village fortifié du XIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas superbe. Les anciennes fortifications, le village en lui-même, un décor de cinéma. Et il nous avait chopé un hôtel, sorti de quoi, des années 70, un hôtel à thème. Et gentiment, il m'avait réservé la chambre James Bond, avec donc toutes les petites décos, etc. Mais surtout avec une jolie surprise. Je vous laisse apprécier. Voilà. Donc, ma nouvelle amie, la James Bond Girl, qui avait pas l'air très très fraîche. Donc je vous avouerai que je me suis pas approché plus que ça du spécimen. Mais bon voilà, c'était le petit clin d'œil avec cette chambre étonnante. Et surtout l'hôtel qui est en fait un ancien monastère qui a été à la fois modernisé mais gardé en l'état dans certains espaces. Et là par exemple on était dans la cour. Et là je vous montre sur le dessin du monastère origine. Donc là, on voit la cour ouverte, qui est donc devenue la grande salle de restaurant, donc au-dessus de laquelle a été construite une structure hyper moderne qui permet donc d'avoir cet espace en fait fermé et de garder les murs extérieurs de l'époque. Enfin bref, ça a un charme fou.
Allez, nous voilà le samedi matin et rouler à deux, c'est quand même nettement plus sympa que de rouler tout seul. Alors moi là, on est dans le contexte idéal. Donc piste sèche, il fait en gros un petit peu moins de 20 degrés. Du monde, mais vraiment juste ce qu'il faut. C'est la première session de l'année que je fais avec si peu de monde. Étonnamment, puisqu'on est quand même le week-end du 14 juillet. Mais bon, voilà, c'est assez excellent. Suffisamment de trafic pour que ce soit intéressant de trouver par moment des voitures qui roulent un peu et qui peuvent motiver à leur courir après. En gros, les conditions idéales, pas trop de drapeaux jaunes. Bon, évidemment, des gars qui se sortent un peu, et là, on entend... je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, on prend quelques graviers. Bon, alors moi, mon pare-brise est déjà fêlé, donc pas de souci. Et puis là, on voit, par exemple, voilà, cette M5 qui surconduit un peu pour essayer de garder le rythme. Bon, je ne mets pas la pression, on y va tranquille. Daniel a réussi à le passer. Moi, je vais attendre. Je ne mets même pas mon clignotant. J'attends que ce soit lui qui se décide. C'est ce qu'il fait là. Du coup, là, je le double et je repars à mon rythme. Mais voilà, c'est vraiment, comme je le disais sur le roulage du vendredi, j'ai vraiment gardé en tête pendant tout le week-end le crash qui a eu lieu une semaine avant, sachant qu'il y a eu un autre crash où là, le conducteur s'est tué carrément. Un gars qui a fait des tonneaux avec une Yaris GR dans la partie la plus rapide. Et tout ça ramène rapidement quand même à des considérations très très cartésiennes qui sont que même si on vient tous se faire plaisir et taquiner un petit peu le danger, il faut quand même rester conscient que ça peut mal finir et que les vitesses qu'on prend, surtout avec des autos comme la GT3 ou la M4, si on part à la faute, ça peut être quand même compliqué, même si on a vu que les voitures aujourd'hui permettent de préserver de bien des choses très compliquées qui, dans un autre temps, auraient été rapidement fatales ou en tout cas extrêmement graves. Mais bon, allez, revenons à des choses un petit peu plus joyeuses, comme les roulages entre potes sur le Nürburgring. On a eu, Daniel et moi, une discussion la veille au soir au resto. Et on s'est dit, mais bon, ça fait quand même maintenant un petit moment, pas mal de sessions qu'on roule l'un après l'autre. Enfin, on se court après. Mais on n'a pas encore, on s'est emmené en passager dans nos voitures, mais on n'a pas encore essayé la voiture de l'autre. Et on s'est dit, tiens, pour une expérience vraiment totale, on va se prêter les voitures, mais sans monter en passager à côté. On va chacun prendre la voiture de l'autre et rouler l'un à côté de l'autre. Et ça, je crois que c'est pour pouvoir être détendu et rouler serein et apprécier complètement l'auto, voir si ce qui te plaît et ce qui te plaît moins. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, je suis à la poursuite de ma voiture avec Daniel au volant de ma M4 et moi au volant de sa GT3. Et immédiatement, la première impression que j'ai eue, c'est le premier freinage. Quand je passe des carbones céramiques de la M4 aux freins acier, même s'ils sont extrêmement bons, mais la conception du freinage de la Porsche est tellement différente du freinage de la M4. La M4, on effleure la pédale, c'est un coup d'arrêt de l'auto. Sur la Porsche, il faut vraiment reparamétrer le logiciel et freiner de manière vraiment dynamique, énergique, pour que ça freine. Une fois qu'on a repris ce repère, tout va bien, c'est une voiture qui freine, qui est endurante, donc pas de problème. Après, la deuxième chose qui choque énormément quand on passe de la M4 à la GT3, c'est la puissance. On a un moteur atmosphérique de 500 chevaux contre un moteur biturbo de 650 puisque la M4 est reprogrammée. Et là, il faut appréhender les choses complètement différemment. J'ai immédiatement retrouvé l'ADN du 718 GT4 que j'avais encore il y a 1 an et dont je me suis séparé quand j'ai récupéré la MG GTR. Et j'ai retrouvé également le pourquoi je m'étais séparé de cette 718, qui est, alors effectivement,
certainement moins bien que la GT3, mais on est quand même, le GT4 est vraiment pas très très loin de la GT3. Pour moi, c'est une voiture qui est extrêmement efficace, qui freine bien, qui accélère, bon, avec ce manque de puissance, mais dû au moteur atmosphérique et au parti pris de Porsche, qui part plutôt sur du châssis, de l'aéro, etc. Mais il lui manque ce drama que moi j'affectionne particulièrement, et je crois que c'est pour ça que les Ferrari sont vraiment des voitures que je porte dans mon cœur, parce qu'elles apportent pas forcément cette efficacité à tout crin que Porsche propose, mais cette émotion, cette sensation d'être un pilote alors qu'on est loin de l'être, c'est très difficile à définir. Mais comme je disais, j'ai mieux compris encore en conduisant la GT3 le pourquoi je m'étais séparé de la GT4 qui était une voiture très sympa mais qui manquait de caractère au-delà de son efficacité. Je ne sais pas comment le définir autrement, mais c'est vraiment ça. Et cette GT3, non, je sais maintenant, après l'avoir conduite, que je n'en achèterai pas une. Je pense que si je passais un jour sur Porsche, je prendrais une GT3 RS, parce que là, le paramètre de conduite est tellement différent. On va conduire à l'aéro, parce que la GT3 RS a un aéro encore beaucoup plus développé que la GT3 tout court. Et là, je pense qu'effectivement, l'expérience doit être totalement différente. On est sur une puissance quasi égale, mais avec une appréhension de conduite qui est aussi différente, je pense, que de passer de la 488 à la 296, qui est hybride et qui fait une expérience de conduite complètement nouvelle. Voilà, donc on a terminé ce tour. Alors, c'était quand même extrêmement agréable. La montée des 9000 tours de la GT3, bon, ça, effectivement, on ne l'a pas avec un moteur turbo. Et rien que pour ça, c'est tellement mythique que là, je vais justement faire un petit plaisir à Daniel, qui est donc dans la N4 juste devant. Donc là, pour info, vous avez vu, on n'est pas ressorti du circuit, on a passé la barrière qui est sur la grande ligne droite, ce qui évite d'avoir à ressortir du circuit, de prendre éventuellement tout le trafic des gars qui essaient de rentrer. Donc ça permet de rester sur le circuit en permanence sans subir l'éventuelle affluence qu'il peut y avoir. Donc là, on repart non pas pour un tour, mais pour juste le début. Et là, je vais vous laisser apprécier les 9000 tours. Et là, je double Daniel dans la BM, qui a le plaisir de voir passer son auto au taquet. Et je pense je le sais, qu'il a apprécié de voir sa voiture passer de manière dynamique. Donc là, on ressort tout de suite et on va se garer sur ce qu'on appelle le T13, qui est donc un petit espace de parking qui comporte et des recharges pour voitures électriques, puisqu'il y a des voitures électriques qui tournent sur le Nürburgring, entre autres des taxi-rings qui emmènent des gens qui louent des places, et les voitures électriques aujourd'hui ont suffisamment de puissance pour offrir des sensations très très puissantes. Et il y a également une station essence qui permet à des voitures Atmo, thermiques en tout cas, de pouvoir refaire le plein sans sortir du circuit. Et enfin, pour terminer sur l'échange de nos voitures, j'ai eu le retour de Daniel, qui est un gars hyper poli, donc il m'a pas dit que la BM était bien ou pas bien, enfin bref, non, il m'a juste dit qu'effectivement elle était terrifiante, que la puissance était tellement différente de la GT3 qu'il faudrait vraiment du temps pour l'appréhender, et ça c'est complètement vrai. Autant la GT3 est extrêmement rassurante, autant la BM, je pense que quand on la découvre, avec en plus la puissance tunée, il faut vraiment du temps pour pouvoir se sentir à l'aise. Bon, donc on a récupéré nos autos respectives et on est reparti à l'attaque. Et je dois dire que j'ai récupéré la BM avec grand plaisir. Donc je sais, cette GT3 ne sera pas mienne, mais ça n'est pas bien grave.
je sais que Daniel, lui, apprécie énormément son auto. Donc les choses sont plutôt dans le bon ordre. Chacun apprécie sa voiture pour des raisons bien différentes. Mais surtout, ce qui a été appréciable ce week-end, c'est qu'on est tombés tous les deux d'accord sur ce ressenti qu'on a réussi à vraiment passer un step en termes de dynamisme et de vitesse de passage, bien qu'il y avait du monde, mais comme je disais, pas autant que d'habitude. Donc on a eu vraiment des tours clairs et on a fait un nombre de tours. Daniel en a même fait un peu plus que moi, parce que alors lui, quand il s'y met vraiment. Lui a fait autour de 30 tours et moi j'aurais dû en faire 25 ou peut-être un peu plus. Mais ça a été vraiment un week-end intense et très sympa. Je donne un exemple. À un moment, j'étais sorti du circuit et je rentrais à nouveau. Un gars m'arrête et me demande si je peux l'emmener, le gars que je ne connais pas du tout. Y a des gars comme ça qui sont devant le circuit et qui sont avec des cartes et qui vous disent qu'ils vous offrent le tour, enfin ils prennent le tour à leur charge si vous les emmenez. Et je crois que voilà, c'est tellement des sensations qui sont agréables à partager que c'est toujours un plaisir. Et donc j'ai eu ce gars-là, c'était pas la première fois que je le faisais, mais là sur ce week-end je l'ai fait donc une fois. J'ai un gars qui est venu me voir, je l'ai emmené avec grand plaisir et il a vraiment apprécié. Enfin bref, c'est voilà, tout ça. Évidemment, il faut le partager, sinon ça n'a pas de sens. C'est ce que je disais, moi j'ai besoin que ce soit sur la piste, qu'il y ait du monde à doubler, à aller chercher. Et j'en rediscutais avec Vince, qui est lui avec sa GT3 RS et qui est quasiment résident. Enfin, je dis ça parce que le gars passe un nombre de jours dans l'année, mais c'est complètement hallucinant. Parce que lui, il va chercher le chrono, et ce que je peux tout à fait entendre. Mais donc, on est vraiment dans deux approches qui sont tellement différentes. Moi, aller chercher le chrono, rouler tout seul, j'ai pu m'en apercevoir quand on a fait le track day avec Daniel. Non, c'est pas. Je trouve ça beaucoup moins fun qu'une journée comme celle-là, où au-delà du roulage, on rencontre un nombre de gars qui viennent de partout, qui viennent de tous milieux sociaux, qui viennent de tous les pays. Qui viennent avec des voitures qui n'ont tellement rien à voir que vraiment je crois que c'est ça qui est vraiment hyper plaisant, beaucoup plus qu'un track day où on a souvent que des voitures plutôt puissantes, chères, qui font que ça réduit le profil possible des gars qu'on peut rencontrer. Et pour moi, c'est ça, vraiment la magie du NURB, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir trouver autant un gamin de 18 ans qui débarque avec sa Clio ou autre chose, et un gars qui est plutôt dans nos âges, voire plus, qui débarque avec une caisse incroyable. Et les deux sont aussi intéressants et attachants l'un que l'autre. Voilà, je crois que c'est ce mélange de tout ça, plus cette appréhension que moi, en tout cas, je garde hyper présente. J'ai, à chaque fois que je rentre sur la piste, cette petite boule au ventre cette petite lumière rouge qui s'allume et qui me dit essaie de rentrer à la maison intact, toi autant que l'auto. Mais je suis sûr que c'est ce qui fait que je ne me lasse absolument pas. Enfin, c'est même plus que ça, c'est que c'est devenu addictif d'aller rouler sur ce circuit. Parce que on ne peut pas, si on engage un petit peu, on ne peut pas s'habituer. C'est chaque virage, on peut progresser, on peut se rater un peu, alors pas trop. Chaque tour, c'est un cocktail d'émotions qui n'a rien à voir avec le précédent. Il y a des moments où on se sent bien, il y a le tour d'après, on va totalement régresser, on va pas être en confiance. C'est tout ça qui est que c'est une découverte permanente sur soi-même et sortir de sa zone de confort. Pour les gens qui aiment rouler en voiture sportive, j'invite chacun à aller au moins une fois sur ce circuit pour voir par rapport à vous-même. Les autres, vous les oubliez. De toute façon, vous aurez toujours des mecs qui vont arriver pour vous humilier et faire que votre ego va exploser. Je l'ai vécu, je suis passé par cette phase où on se dit que c'est peut-être pas pour nous
Et puis, on se dit non, quand même, il faut que j'y retourne. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et là, depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression de progresser doucement, de parfois reculer, mais de toujours trouver quelque chose de différent à chaque fois que j'y vais. Et c'est quelque chose qui est complètement dingue. Donc si on aime rouler en voiture sportive, si on aime faire de la piste, je pense qu'il faut au moins aller une fois sur ce circuit pour savoir comment on le ressent. Alors peut-être qu'on va se dire, j'ai vu, ça n'est pas pour moi, pour des raisons qui nous sont propres, mais vraiment j'invite tous les gens qui pourraient se poser la question à passer le pas et à pouvoir en parler de manière éclairée après avoir apprécié ou non. Allez, j'en reviens au roulage, purement roulage. Là, on arrive dans la partie, je crois que c'est une des parties que je préfère, qui est une partie, pas la plus rapide, mais quasi, où on a des gauches très rapides, où la voiture ne demande qu'à une chose, c'est de partir à l'extérieur. Et là, on voit, là, je suis donc derrière cette BM là, qui roule, mais je lui mets un petit clignotant, histoire de lui faire sentir que ce serait sympa de me laisser passer. Et dans l'absolu, il aurait pu vraisemblablement me laisser passer avant, mais je comprends. Le gars, il aurait fallu qu'il se mette vraiment à l'extérieur. Et aux vitesses auxquelles on va, c'est là où je crois que parfois, pour avoir eu moi aussi des gars qui parfois me poussent, il faut comprendre, et j'essaie de le comprendre en permanence, qu'il y a des moments où se pousser n'est pas forcément la meilleure idée, parce que ça peut mettre soi-même en danger, et si on part à la faute, on peut emmener une autre voiture. On l'a vu au début avec le crash. Bon, voilà, donc tout ça est un savant mélange qu'il faut savoir doser pour rentrer à la maison entier. Bon, tout ça pour dire, là on est sur la fin du week-end. On est sur des tours qui sont vraiment bien dynamiques. Là j'ai Daniel, on le voit de temps en temps dans le rétro là, qui est juste derrière moi, qui dans certaines parties sinueuses vient bien me mettre la pression. Mais bon, c'est hyper motivant et moi j'adore. Voilà, donc on a profité au maximum de ce week-end. C'était idéal, les conditions étaient du début à la fin impeccables. Il faut savoir que la météo au Nürburgring est souvent capricieuse, mais là on a eu vraiment un sans faute sur les 3 jours. C'était magique. Voilà, donc j'espère vraiment y retourner rapidement avec la 296. Il faut avant la fin de l'été, il faut que j'y retourne avec cette voiture, avec des Cup 2. Et là, ce sera, je pense, le clou de la saison. Là, on voit, là, je voulais vous montrer, on a donc une GT4 et la GT3 RS de Vince qui était bleue sur mes anciennes vidéos, mais il a enlevé son covering. Et surtout, il a modifié son DB Killer, donc un tueur de son, pour essayer de pouvoir rouler sans se faire bannir, mais il y a eu droit encore une fois ce week-end. Bon, là, je vais terminer là-dessus. Là, on voit mon Daniel avec Stéphane de chez Thiel Motorsport. Stéphane, donc le propriétaire de cette AMG GT Pro totalement préparé. Et Daniel a été candidat comme passager pour se faire emmener sur un tour sauvage. Du coup, je lui demande s'il a un petit mot pour sa famille. Do you want to say something for your family? Yes, I said thank you for having such a good time. Yeah. And thank you for all the love you gave to me. And It's in the box, it's okay. Bon, du coup, les voilà partis dans cette monstrueuse auto avec Stéphane, donc, qui est d'une part, c'est un mec un peu taquin, et en plus, c'est un ancien pilote pro. Donc, il en a mis plein les yeux à Daniel. Moi, entre-temps, je suis reparti vers la France et Daniel m'a appelé sur la route pour me dire qu'il avait subi, c'est vraiment le mot, le tour le plus rapide qu'il n'ait jamais fait sur le ring
Et c'est un gars il vient depuis des années et des années, qui connaît tout le monde, qui est monté dans plein d'autos. Mais là, vraiment, il m'a dit c'était incroyablement monstrueux, effrayant et en même temps fascinant. Bon, je crois qu'en fait, les mots là que je viens d'utiliser, ça résume bien ce que c'est que le Nürburgring pour les gens qui ont la sensibilité proche de ce que peut apporter cet endroit unique au monde. Voilà, donc une fois de plus, je suis rentré vers la France. Même la route de retour est toujours un plaisir. J'aime rouler ces voitures, j'aime les emmener par la route, les ramener par la route. Je ne me lasse pas de toutes ces émotions qui sont à la fois souvent les mêmes et souvent différentes, nouvelles. Bon, je vous dis à très bientôt, j'espère bien dans la 296. Salut et à très vite.